j'ai eu une récupération qui était littéralement éclatée au sol. Je me suis blessé en fin de séance, une déchirure. Et là, ça met beaucoup de choses en question. Et en fait, concrètement, ça s'est concrétisé par perdre absolument tout mon équilibre. Je pouvais pas faire 2 mètres sans vomir mes tripes. Là, ça fait penser et réfléchir à beaucoup de choses. Le corps humain, ça peut être très compliqué. Et puis, même en termes de diagnostic, c'est assez compliqué. On est dans une zone qui est très proche du cerveau. Oui. Ces phénomènes-là peuvent être corrélés à beaucoup de paramètres différents. Donc, on se retrouve à faire de l'imagerie pour voir s'il n'y a pas un kyste ou une tumeur. Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Hugo qui est trailer. Dans cette vidéo, on va vous parler course à pied, récupération, blessure. Je réalise cette vidéo avec LPG Médical. C'est un fabricant français de matériel high-tech pour les kinés avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs années. Et en 2024, on a eu envie de vous proposer un format particulier, un format podcast beaucoup plus long où je vais inviter des sportifs professionnels, des sportifs de haut niveau qui vont nous expliquer un petit peu leurs secrets. Qu'est-ce que eux mettent en place pour performer, comment est-ce qu'ils s'entraînent, mais aussi comment ils récupèrent. Est-ce qu'ils ont des techniques spécifiques et lorsqu'ils se blessent, comment est-ce qu'ils gèrent ces blessures, comment est-ce qu'ils gèrent les douleurs, est-ce qu'ils les différencient. Bref, une vidéo hyper complète sur le sujet, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, pensez à la liker, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas abonné, bienvenue et pensez à vous abonner. Bon visionnage. Hugo W Sport, est-ce que c'est vraiment ton nom de famille ? Non, malheureusement. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, bonjour tout le monde, salut Aymeric, ça me fait plaisir d'être là. Alors, je m'appelle Hugo, donc je pratique de la course à pied depuis maintenant 23 ans. Donc j'ai commencé en étant adolescent suite à des problématiques de surpoids qui m'empêchaient d'effectuer certaines activités, qui me frustraient un peu. Et en fait, j'ai commencé sans forcément aimer. Et en fait, au bout d'un certain moment, je me suis pris au jeu. Et puis au fil des années, la course à pied a pris une place assez importante dans ma vie. Étant né à Grenoble, logiquement, je suis allé rapidement vers la montagne. Et puis, à force de blessures, parfois récurrentes au fil des saisons, puis j'étais très monosport, très focus sur la course à pied, j'ai commencé à m'intéresser à la biomécanique de la foulée, aux techniques de course à pied, puis aussi à toute la partie renforcement fonctionnel autour de la course à pied, qui aujourd'hui a une grande part dans ma pratique. Ok, t'as déjà fait le podcast à toi tout seul. Est-ce qu'on peut revenir sur le tout premier élément ? Tu nous disais qu'il y avait un état qui faisait que tu pouvais pas pratiquer certains sports ? Tu peux nous raconter un peu ou pas ? Alors en fait, pour l'histoire, quand j'étais adolescent, j'étais en surpoids, je pratiquais de la musique, de la percussion. Et en fait, dès que j'avais un effort cardiovasculaire un peu intense, la percussion, on bouge beaucoup et on dépense énormément d'énergie. Au bout de 20-30 minutes, j'étais très rapidement essoufflé, très rapidement fatigué. Et en fait, j'avais un peu la frustration qu'en fait, mon corps était un peu une limite à ce que mon esprit avait envie de faire. Et j'ai la chance d'avoir un papa qui court toujours aujourd'hui, qui va bientôt avoir 70 ans. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire justement pour pouvoir faire ce que j'aime plus longtemps ? Il m'a dit, tu vas faire un peu de course à pied, tu vas t'y mettre 2 fois par semaine, on va y aller très progressivement. Et tu vas voir petit à petit, ça va aller de mieux en mieux et tu vas pouvoir faire ce que t'aimes. Et en fait, tous les samedis et dimanches matin, il m'a levé à 7h30, donc quelle que soit la météo et les conditions. J'ai commencé de façon, pour le coup, à l'époque, qui était plutôt intelligente, c'est-à-dire en mélangeant de la course à pied et de la marche. Trop bien. Et en fait, j'ai mis 1 an à réussir à courir 45 minutes. Et puis, j'ai fait mon premier 10 km à l'époque en 1h17, donc pour moi, ça me semblait déjà fou. Et je repense maintenant aujourd'hui, si à la fin de mon 10 km où j'avais fait 1h17, on m'aurait dit, un jour, tu feras des 160 km, tu descendras sous les 34 minutes au 10 km, je pense que je serais retourné chez moi et que j'aurais rien fait du tout. Et t'aurais fait un bon dimanche Walker Texas Ranger comme on l'a tous connu. Exactement. Ok, et c'est très cool qu'à l'époque, t'as quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais avoir 35 ans cette année. Donc on a quasiment le même âge, donc dans les années 2000 on va dire. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui ça évolue, mais il y avait vraiment ce côté, t'es en surpoids, ne va pas courir, c'est mauvais pour tes genoux, c'est mauvais pour tes dos, c'est mauvais pour ton dos. Heureusement aujourd'hui on commence à y revenir et avec les réseaux sociaux le message passe et moi j'ai de plus en plus de patients qui comprennent qu'ils peuvent courir, mais ton papa à l'époque déjà, pour lui c'était ok de te faire courir malgré ton surpoids. Tout à fait, et ça a toujours été dans une philosophie très progressive. Et en fait, j'avais aussi la chance à l'endroit où je courais. J'ai démarré avec un petit groupe de jeunes qui avaient entre 75 et 85 ans. Okay. Et je courais avec eux. Et au bout de 2-3 sorties, je dis à mon père, en fait, quand j'aurai cet âge-là, je rêverais d'avoir cette autonomie, cette possibilité de pouvoir continuer à faire ce que j'ai envie. Okay. Et en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a drivé tout au long des années. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser après des choses plus spécifiques quand je me suis blessé. Et en fait, vraiment, aujourd'hui, je dirais que je suis pas uniquement passionné par la course à pied, mais plus de mouvement en général. Et je trouve que justement, c'est important, dès qu'on a la possibilité, d'incorporer beaucoup de mouvements dans ce qu'on fait, parce que je trouve que dans la vie de tous les jours, on a une société qui est plutôt dans le cérébral, on va plutôt être passif physiquement, et
et être très stimulé mentalement et intellectuellement. Et je trouve que c'est bien justement d'avoir ce rapport équilibré, que ce soit autant sur le côté intellectuel que physique. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de perdurer et de cultiver tout au long de ma vie. Parfait, j'aime beaucoup ce discours. Et justement, donc, tu nous as parlé de ton début très jeune de course à pied, la partie finale où tu as intégré plein de choses parce que tu t'es blessé. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que kiné, c'est la blessure. Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et raconte-nous déjà cette partie-là. Alors, il y en a eu beaucoup. Allez, on commence par la toute première. La toute première blessure, ça a été des tendinites. Okay. J'étais assez sujet aux tendinites parce que, à l'époque, on courait avec des équipements qui étaient plutôt lourds. La technique de course à pied, on se rappelle tous au collège avoir fait des gammes d'athlétisme sans forcément qu'on nous explique la finalité de ces gammes. Je comprenais pas pourquoi je devais faire ces trucs-là. Exactement, des mummy-kicks, des montées genoux, à quoi ça sert. On nous l'a pas forcément expliqué et aujourd'hui, c'est des choses que je fais quotidiennement et que je préconise quand je coach des séances de course à pied qui sont ultra intéressantes pour développer des qualités athlétiques et d'avoir une meilleure technique de foulée. Et en fait, diverses blessures, parfois dues aux équipements que j'utilisais, parfois à la charge d'entraînement qui n'était pas forcément assez pertinente. On avait tendance à faire souvent la même chose, les mêmes volumes, aux mêmes intensités. Et en fait, j'ai appris de façon assez empirique sur tout le long de mon parcours dans la course à pied, jusqu'au moment où j'ai eu une grosse blessure sur un trail de 80 km et 4500 mètres de dénivelé, où il y avait énormément de boue. Et en fait, à l'époque, je faisais pas du tout de renforcement musculaire. Et en fait, j'ai développé une déchirure que j'ai traînée pendant 1 an. Et en fait, ça, c'était maintenant il y a presque 10 ans. Et c'est quelque chose qui a été très compliqué à gérer. J'étais encore un peu dans la culture de on se blesse, et on arrête de pratiquer pendant 2 semaines. Je reprenais, je me reblessais. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment bridé et qui m'a forcé à prendre du recul par rapport à ma pratique. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser. Ok, on court, mais comment on court? Pourquoi on court? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux courir? Et c'est là où j'ai commencé à découvrir tout ce qui est renforcement fonctionnel, du renforcement spécifique à la pratique de la course à pied. Ok. Et donc, cette première grosse blessure, en fait, si je comprends bien, avant ça, tu avais plus des douleurs. Exactement. Que vraiment des blessures. Et c'est vrai que dans le sport, et ça, je me bats souvent avec ça, une passion au cabinet, dès qu'il y a une douleur, c'est une tendinite. Dès que t'as un bobo, j'ai une tendinite. Au genou, j'ai une tendinite. À l'épaule, j'ai une tendinite. Bref. Donc, c'était plus ça. Et en général, tu ralentis un peu et ça passe. Exactement. Puis là, tu as ta vraie première blessure. Donc, une déchirure, un claquage. Pour faire simple, c'est à peu près la même chose. Ouais. Et là, donc, tu découvres vraiment au même moment le côté renfo et travailler tout ce qui est technique, en fait la partie théorique de la course à pied et la partie renforcement musculaire, tu découvres les deux en même temps. Exactement, et puis la partie aussi anatomie, comment le corps fonctionne par rapport à la contrainte mécanique qui est spécifique à la course à pied. Et en fait c'est vraiment, je suis arrivé vraiment en ne connaissant rien, étant curieux de tout. Et aujourd'hui, maintenant, même par rapport à la blessure, je trouve que c'est intéressant de se blesser. Pourquoi? Parce que si on se blesse dans un processus d'entraînement, ça veut dire que concrètement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur ce qu'on met en place. Et ça nous force justement à prendre ce temps de recul, à se dire, ok, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Et la finalité, c'est qu'on performe toujours mieux et toujours plus suite à une blessure, si on a la bonne réflexion et le bon mindset par rapport à la blessure. Et en fait, ça m'a permis de travailler ma foulée. Avant, j'avais une foulée qui était avec une mauvaise cadence par exemple, qui n'était pas du tout optimisée, où je travaillais beaucoup trop en puissance, pas assez en fréquence, etc. Et en fait, en changeant plein de petits paramètres, j'ai réussi vraiment à optimiser et à avoir une pratique qui était beaucoup plus pertinente. Ok. Alors c'est intéressant parce que tu me parles de modification de foulée, j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube, pour la faire très simple pour ceux qui découvrent cette chaîne et qui n'ont pas encore familier. Pour résumer en 2 secondes, soit on a une cadence très basse, 150, 160 Exactement. pas par minute, plutôt des gens qui attaquent talon avec des contraintes qui vont dans le genou et dans les lombaires. Exactement. À l'inverse, cadence très élevée, 180, 185 pas par minute, des gens qui attaquent plutôt pied à plat ou avant-pied, contraintes qui vont plutôt dans les mollets, dans l'avant du pied et un peu dans les ischio-jambiers. Exactement. Mais tu vois, chez toi, où tu me dis que tu te fais un claquage au niveau du mollet, dans ta vision, à quel point est-ce que c'est pertinent de modifier ta façon de courir? Et ça, j'ai pas de réponse, mais souvent j'aime bien discuter avec des pros sur la course à pied. C'est que t'as une façon de courir qui met pas de contraintes dans les mollets, tu te fumes les mollets et au final tu décides de changer ta façon de courir pour mettre encore plus de contraintes dans les mollets. Après, t'as 2 heures pour répondre. Moi, je pars vraiment du principe que le corps a une capacité d'adaptation qui est encore aujourd'hui qu'on a tendance à un peu minimiser, ouais. Mais en fait, concrètement, plus on va mettre de contraintes diverses et variées sur un corps, plus il va être apte à répondre à n'importe quel stimuli. Et en fait, en travaillant déjà sur des amplitudes de mouvement, sur de la mobilité, de la souplesse, après en travaillant sur des variétés en termes de stimulation, faire vraiment des exercices en puissance pure, des exercices en endurance pure, et en fait, moi je suis parti du principe que plus on exposait
un groupe musculaire spécifique à des contraintes diverses et variées, plus il va être apte à répondre à n'importe quelle contrainte. Ok. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé à travers le renforcement musculaire. Et une autre chose aussi que j'ai trouvé très intéressante sur la partie renforcement musculaire, c'est justement de conscientiser un peu plus son mouvement. Aujourd'hui, on fait un mouvement, on fait une activité, on ne sait pas forcément quel groupe musculaire on recrute. On n'a pas forcément la conscience de qu'est-ce qu'on met en place pour répondre au mouvement qu'on a envie de faire. Et justement, ce que j'ai découvert à travers justement à être plus sensible à la biomécanique, au mouvement qu'on peut réaliser, en fait, j'ai reconnecté un peu plus avec ok, aujourd'hui, je vais mettre quel angle dans ma foulée, je vais recruter quel type de groupe musculaire selon la pente, selon l'allure que je vais mettre. Et en fait, ça m'a permis justement de... par exemple, en cours, je commence à avoir un début de crampe, un début de douleur. Et en fait, j'arrive à varier juste quelques petits paramètres fins au niveau de ma position. Et en fait, ce qui me permet de faire complètement disparaître certaines douleurs et de pouvoir justement prolonger mon effort ou éviter d'avoir des crampes et des douleurs pendant l'effort. Ok, et ça, je te rejoins à 100% là-dessus. C'est quelque chose que j'essaie de beaucoup inculquer moi avec mes patients au cabinet. C'est qu'on vient de vous expliquer les deux grands extrêmes. Évidemment, il y a 1 milliard d'intermédiaires entre les deux. Et en fait, moi, je dis aux patients, l'idée, c'est surtout d'être capable aussi de passer de l'un à l'autre. Parce que quand tu vas faire 10 km, ou 20, ou 50, ou 100, tu as 10 km de contraintes à mettre dans ton corps. Ouais, tout à fait. Mais si tu es capable, pendant ta foulée, de dire, ok, lâchant mes mollets un peu tendus, je vais passer un peu en attaque talon pendant 5 minutes, 10 minutes, voire même 5 km, et tu vas pouvoir décharger un peu tes mollets. Et puis, ok, mes mollets vont mieux, je commence à avoir un peu mal dans le bas du dos, clac, je augmente ma cadence et je repars un peu plus sur l'attaque avant-pied. Ce qui est, mais une fois encore, ça demande un minimum de travail théorique et de connaissances, de travail technique pour être capable de passer de l'un à l'autre, comme tu l'as fait quand tu t'es blessé. Mais pour se dire, en fait, il y a plein de façons de faire. Certains en préconisent plus que d'autres. Il y a plusieurs grandes écoles, il y a la clinique du coureur, il y a Volo d'Haleine. Chacun prêche un peu pour sa paroisse. Mais pour moi, l'optimal, c'est aussi d'être capable de passer un peu de l'un à l'autre pour que sur une épreuve, en fonction soit de la durée de l'épreuve ou juste de ton état de forme du jour, des fois, tu es moins en forme que ce que tu aimerais, tu puisses varier un petit peu. Sais-tu que ça, du coup, toi, tu mets en place? Oui, tout à fait. De toute façon, après, moi, dans la préparation d'une épreuve, je pars toujours du principe que, en fait, à travers une préparation, ce qu'on essaye de faire, c'est pas forcément de chercher une performance, mais c'est de préparer le corps au mieux à la contrainte auquel on va l'exposer. C'est-à-dire, on va avoir une épreuve qui va faire 50, 100 km, on va faire une préparation qui va être justement dimensionnée pour que le corps puisse faire cette épreuve sans ressortir avec des blessures ou des séquelles quelconques. Et en fait, vraiment, ça permet justement de pouvoir s'adapter et d'être pertinent dans ce qu'on fait. Ok. Et vis-à-vis de ça, j'ai une autre question qui reste dans le même univers. Tout à l'heure, en off, on parlait du mouvement du sled push. Donc, sled push, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est vous avez l'équivalent d'un gros chariot et vous le poussez, ou alors c'est la voiture qui est en panne et tu pousses la voiture, etc. Quand moi je le fais, on a discuté, moi je ressens plutôt mes quadris, mes fessiers. Quand toi tu le fais, tu ressens plutôt tes mollets. Oui. D'après toi, à quel point est-ce qu'on est dans un problème, une fois encore je mets des gros guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de problème, mais un de nous deux le fait pas de la bonne manière et c'est de la bonne manière et c'est pas les bons muscles qui travaillent, ou c'est plutôt qu'on se focalise pas assez sur l'activation musculaire, ou alors ça peut être dû aussi à juste une faiblesse de certaines zones. Parce que toi tu le sens mollet, moi je le sens quadrifessier. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que on devrait nous essayer de mettre en place certaines choses dans ton ressenti? Pour moi, je pars vraiment du principe que chaque corps est différent et chaque individu est différent. On va avoir des forces, on va avoir des axes d'amélioration. Des personnes vont être beaucoup plus puissantes au niveau fessier, ischio, quadri. Moi, par exemple, dans mon cas, je suis très puissant au niveau de mollet. J'ai plutôt une très bonne mobilité de cheville parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé. Donc en fait, physiologiquement, mon corps va de façon très paresseuse optimiser là où il est le plus performant. Concrètement, il va charger beaucoup sur les mollets. Après, en faisant un travail spécifique, en rajoutant d'autres contraintes, je vais pouvoir aussi développer un peu plus de puissance au niveau du quadri et du ischio, et du quadri et de l'ischio, justement pour être beaucoup plus homogène au niveau de ma contrainte musculaire. Et après, dans l'idée, c'est vraiment d'optimiser le corps par rapport à un exercice spécifique. Et moi, ce que j'aime bien justement en découvrant des nouvelles pratiques, par exemple le sled push que j'ai pu découvrir depuis que je me suis mis à l'Irox, je me suis dit, ok, c'est des contraintes auxquelles j'ai pas l'habitude, je me suis pas forcément exposé dans mon histoire de pratique sportive. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme exercice spécifique justement pour compléter cette pratique et m'optimiser par rapport à ce mouvement-là. Okay. Et ça, moi, c'est aussi toute cette démarche que j'aime beaucoup, parce que vraiment le renforcement musculaire, moi j'aborde ça avec un côté très technique. J'aime bien les mouvements très techniques, les poids libres par exemple de la kettlebell, ou des équipements qu'on voit peu utilisés en France. Et en fait, justement, essayer à travers la technique de réussir à trouver, ok, là je viens rajouter une contrainte, ça peut être de l'équilibre, ça peut être via des tensions, via des élastiques, via une charge, et comment justement je peux préparer mon corps dans tous les plans du mouvement pour justement être le plus optimum possible
sur cet exercice. Ok. Tu nous parles pas mal de renforcement musculaire depuis tout à l'heure. Avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer une semaine type d'entraînement en termes de volume hebdomadaire Ok. et justement la place que chez toi prend le renforcement musculaire par rapport à la course à pied, qui est ton sport principal? Alors aujourd'hui, en termes de... Vraiment sur la semaine en charge globale, je pense qu'en répartition de temps, je fais à peu près 20% de renforcement musculaire, Ouais. à peu près 60-70% de running. Et puis depuis l'année dernière, j'ai aussi implémenté du vélo. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir un sport porté. Ouais. Sachant que à la base, je suis originaire de Grenoble, aujourd'hui je vis sur Paris. Mhm. J'ai une très On grosse mettra appétence. l'adresse en description pour ceux que ça intéresse. J'ai une très grosse appétence pour les trails très techniques, très engagés, donc tout ce qui va être Donc diagonale. Montmartre à Paris, c'est Exactement. tout. Et en fait, à Paris, pour s'entraîner, on a soit du plat, soit Du plat. soit du Montmartre, où on arrive à avoir des gros pourcentages, du 40%, mais sur des montées très très courtes. Et en fait, il me manquait un peu aussi le schéma de montée longue, descente longue, ce sont des intensités musculaires que j'arrive à retrouver justement en pratiquant le vélo. Et pour le coup, c'est pour ça que j'ai impliqué et imbriqué dans mon entraînement, parce que je trouve ça assez pertinent. Et en fait, le renforcement musculaire, moi, je suis très partisan de plutôt que se mettre une grosse séance d'une heure par semaine, et pourquoi pas en faire 15 minutes par jour. Pourquoi ? Parce que moi, de mon expérience et des échanges que j'ai pu avoir, le corps s'adapte à partir du moment où il y a quelque chose de récurrent qui change dans son environnement. Et en fait, vraiment, au long terme, moi, je l'ai expérimenté, c'est bénéfique de bouger 15 minutes par jour, avec des petites phases de récupération, plutôt qu'une heure par semaine. Le corps aura vraiment la démarche de dire, ok, quelque chose change de façon constante dans mon environnement, ok, je dois m'adapter. C'est à partir de ce moment-là que le corps commence à développer justement sa capacité à s'adapter à des nouveaux stimuli. Ouais, et là-dessus, une fois encore, c'est assez cohérent avec ce qui apparaît aujourd'hui. Si on prend le plus gros renforcement musculaire, c'est la musculation. En général, en musculation, on sait que stimuler un muscle ou un groupe musculaire une seule fois par semaine, au final, c'est pas optimum dans le but d'essayer de développer les capacités. Pour le faire très simple, il y a un mot un peu complexe que j'ai bien expliqué, c'est la mécanotransduction. En fait, on met une contrainte mécanique dans un tissu, donc on fait un squat, on met de la contrainte mécanique dans nos articulations et dans nos muscles, et la conséquence de ça, c'est une réponse chimique dans nos tissus qui fait qu'on se développe et on devient plus fort et plus résistant. C'est vraiment que comme ça que fonctionne notre corps. Nous, on fait du sport, qu'est-ce qu'on fait ? On met de la contrainte, et notre corps, il répond par un truc chimique, et il fait plus de tissu. Et en fait, si tu le fais qu'une seule fois dans la semaine, c'est pas vraiment suffisant pour que le développement soit optimal. C'est pour ça que les gars qui font de la muscu, très souvent, un groupe musculaire qu'ils vont vraiment avoir en point faible, ils vont le travailler au moins 3 fois par semaine. Oui, tout à fait. Vois et donc, en effet, ce que tu me dis, c'est beaucoup plus intéressant de le faire 3, 4, 5 ou plutôt 6, même chez toi, petites séances, plutôt que de les regrouper en une seule, parce que comme ça, tu as un rappel. Et donc, au niveau de votre corps et de votre métabolisme, vous avez à nouveau un stimulus, à nouveau des nuits de récupération, parce que c'est pendant qu'on dort que toutes les adaptations se mettent en place. Et du coup, c'est cohérent. Par rapport au vélo, est-ce que j'ai bien compris, souvent les coureurs font du vélo plutôt dans le but de continuer de faire de la zone 2 par exemple, et donc de s'entraîner avec moins de chocs au niveau des articulations, parce que quand tu cours et que tu fais déjà 80 km par semaine, d'en rajouter 10 ou 15, ça peut être trop et tu peux développer des tendinites. Mais j'ai cru comprendre que toi, le but du vélo aussi que tu mettais, c'était d'avoir une activation musculaire et une congestion similaire à celle du renfo, c'est bien ça ? En fait, oui, je le pense un peu pour combler les lacunes que je peux avoir en termes de disponibilité de terrain d'entraînement. Et en plus, l'avantage du vélo, surtout quand on fait du home trainer, c'est qu'on peut très facilement paramétrer des zones d'intensité qu'on peut contrôler. Quand on fait des sorties extérieures, c'est un peu moins le cas. Ouais. Mais on peut vraiment avoir un outil qui est très pertinent et très pointu pour apprendre à se réguler, pour apprendre à connaître justement les différentes zones d'intensité. Parce que moi, j'aime bien m'entraîner. Je travaille très peu à l'allure, c'est-à-dire que je ne vais pas me donner un pace à suivre. En course ou en vélo ? En course et en vélo, de la même manière. Et j'aime beaucoup travailler sur l'intensité cardiovasculaire. Parce que j'ai toujours eu l'habitude, par exemple, un trail, on peut se présenter sur 2 trails qui font 30 km et 1500 mètres de dénivelé. Le temps en sortie, ça peut changer énormément à l'allure aussi. Pourquoi ? Ça va dépendre de la technicité du terrain, du profil de course. Et je trouve que c'est assez intéressant justement de travailler sur ces plages d'intensité, parce que certaines personnes vont être beaucoup plus pertinentes et aptes à donner du rendement en montée, d'autres ça va être en descente. Et justement, en focalisant plus sur l'intensité cardiovasculaire, en fait, tu vas pouvoir optimiser justement ton travail d'intensité et de vitesse sur ton épreuve. Et c'est pour ça qu'en trail, on parle souvent de SV2, de zone 2, zone 3, etc. Parce qu'en fait, par rapport à un coureur qui va faire de la route, où là, on va travailler de l'allure et on va travailler justement le schéma biomécanique et essayer de le répéter le plus longtemps possible sur l'épreuve jusqu'au point de rupture, où généralement on appelle ça par exemple le miro-marathon.
En trail, on va être beaucoup... Je connais. Le trail, on va beaucoup plus être en gestion. Et en fait, pour le coup, on va beaucoup plus reconnecter à, ok, là, je sais ressenti là au niveau cardiovasculaire, au niveau intensité musculaire, c'est-à-dire que là, ici, je peux mettre un peu plus d'énergie. Et derrière, je sais que, vu que je suis optimisé, par exemple, dans la descente, je sais que je vais consommer beaucoup moins d'énergie, donc je peux mettre beaucoup plus de vitesse. Et en fait, dans l'idée, c'est vraiment... Moi, j'aime bien penser mes courses de cette manière-là, c'est-à-dire que je connais... Je sais d'où je pars, je sais où j'arrive, mais je sais jamais ce qui va se passer au milieu de la course. Et en fait, je suis toujours un peu guidé par ce ressenti, cette connexion à l'intensité de l'effort que je peux mettre, et ce qui me permet, malgré tous les autres aléas qu'on peut pas contrôler, comme la météo, comme la technicité du terrain, et ben en fait, d'avoir un effort qui est optimum et qui me permet de donner mon potentiel maximum sur l'épreuve. Ok. Et tu parles beaucoup de ressenti, mais je vois quand même qu'à ton poignet gauche, il y a un non connecté et qu'à ton doigt à droite, il y a une ring qui analyse, à mon avis, ton sommeil. Tout ça. Quelle part, toi, tu poses entre ton ressenti personnel et les valeurs des datas? Je pense beaucoup, je sais pas si tu le fais au HRV. Oui. Donc HRV, globalement, pour faire simple pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça va être une valeur que vous allez avoir en général qui se prend le matin au réveil et qui vous donne globalement votre état de forme. Et en fonction de ça, vous êtes capable de savoir est-ce que c'est le bon jour pour performer ou alors est-ce que c'est un jour où c'est mieux de faire soit pas d'entraînement, soit une séance très légère parce que la valeur préconise que vous avez besoin de récupération. Toi, est-ce que du coup c'est des choses que tu utilises? Lesquelles? Raconte-nous un petit peu et puis comment tu gères tout ça? Alors moi, l'avantage, vu que j'ai commencé la course à pied il y a plus de 20 ans, c'était une époque où les datas n'existaient pas du tout. Oui. Donc moi, j'ai eu la chance que mon père m'a beaucoup aidé à travailler sur le ressenti des allures. Et avant même qu'on ait accès à toutes ces datas, par exemple, sans même regarder de data, j'arrivais à peu près à ressentir à quelle allure je courais. Donc j'avais déjà quand même un peu appris à reconnecter mon ressenti aux intensités. Alors aujourd'hui, moi, les datas, c'est quelque chose, j'en suis extrêmement friand. En fait, on peut tirer énormément d'analyses et de conclusions à partir des datas. Et moi, des choses que je trouve très intéressantes, ça va être tout ce qui est cadence, tout ce qui est intensité cardiovasculaire, la capacité justement au niveau cardiovasculaire à récupérer d'un effort intense, à quel point on peut être stable sur un effort, etc. Le Oura Ring, justement, m'aide énormément sur toute la partie sommeil. Parce qu'en fait, je me suis blessé en juin dernier suite à une course où il y a eu un départ à 2h30 du matin. Et en fait... Quelle idée, mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Moi, partir à minuit ou à 4h du matin, aucun souci, mais 2h30, c'est vraiment le moment où j'ai ma phase de sommeil profond. Et en fait... Ça, c'est la montre qui te l'avait dit? Oui, ça c'est la montre qui me l'avait dit. Et en fait, pendant 2 semaines derrière, ça m'a complètement perturbé au niveau sommeil. Et en fait, j'ai eu une récupération qui était littéralement éclatée au sol. Et en fait, je me suis blessé. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à utiliser un Oura Ring, vraiment pour optimiser et comprendre mieux mes mécanismes de récupération et par rapport à mon sommeil. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à récupérer, puis aussi tout ce qui est données de HRV. Donc ça, c'est des choses que tu analyses? Exactement. Et maintenant, là, depuis à peu près maintenant 3-4 mois, j'utilise aussi un capteur de puissance, Podo. Donc là où maintenant, je commence à travailler et à corréler, avec l'aide de mon coach, toutes les parties entre intensité cardiovasculaire, vitesse, mais aussi puissance efficace. Et en fait, ça permet de pointer justement pour quelle intensité cardiovasculaire je vais avoir le plus de puissance et la plus haute vitesse en ayant le moins d'intensité possible. Ok, tu peux nous la refaire? Je l'ai compris, ouais. Mais est-ce que tu arrives à nous le reformuler différemment? Parce que là, je l'ai compris, mais moi, j'arriverai pas à expliquer aux gens. Ok. Alors, par rapport au Podo et ce rapport, la vitesse, la puissance, etc. En fait, on va avoir des foulées qui vont être plus ou moins en puissance. On va avoir une vitesse qui va varier, qui va dépendre de la cadence. Ok. L'idée vraiment de chercher une optimisation et une économie d'énergie sur une course, ça va être l'idée d'avoir au niveau cardiovasculaire une intensité basse, tout en délivrant une puissance nécessaire qui permet d'avoir une vitesse plutôt élevée. Ok. Donc là, si j'ai mieux compris, pour faire très simple, on va dire que tu cours à 12 km/h. Ouais. Ça te coûte X d'énergie et tu as X de rendement. Ouais. La question, c'est si tu cours à 15 km/h, ça va te coûter 30% plus d'énergie, mais est-ce que ça va te rendre plutôt 20%, 30% ou 40% plus performant? C'est ça l'idée? Et surtout, ça va être plus aussi un axe de dire, ok, cette intensité, je vais pouvoir la tenir jusqu'à quel moment? Ok. Mais est-ce que ça sert pas à ça de connaître par exemple sa VMA ou sa VO2 max? Alors, ça peut être des... Oh là, changement de voix. Ça peut être un indice qui peut être intéressant, la VMA, mais qui a aussi ses limites, que ce soit par le format, justement, où on obtient ces données-là. Et là, ça permet d'être assez pointu et même voir, par exemple,
à 1 km/h, voire même un demi-kilomètre-heure près, on peut Ok. voir des réelles différences. Ok. Et ça, là, j'ai couru le marathon de Rome il y a maintenant 10 jours, et c'est vraiment, je me suis entraîné à la puissance, alors que d'habitude, je m'entraînais justement à la zone d'intensité Ouais, ce qui se cardiovasculaire. fait beaucoup dans le milieu de la course à pied de Exactement. manière générale. Et en fait, je me suis aperçu qu'à 3 secondes près au kilo, j'avais des réelles différences de ressenti physique, et maintenant, j'ai plus corrélé mon ressenti physique à la puissance que justement au cardiovasculaire sur le marathon. Et en fait, j'ai couru mon marathon en moyenne avec plus ou moins 1 watt de différence sur la durée de l'effort et à plus ou moins 1 seconde de la première foulée jusqu'au moment où j'ai passé la ligne d'arrivée. J'ai jamais fait une course aussi parfaite en termes de rythme parce que j'ai vraiment appris à travailler justement, à moduler, à trouver la foulée optimum par rapport au format de la course qui était celui du marathon, donc de 42 km. C'est intéressant comment des petits détails, tu vois, tu nous parles d'un... Je pense qu'une personne lambda, tu lui dis tu te réveilles à minuit ou à 4 heures, il se dit ouais, ma course elle va être compliquée au début, je suis pas du matin, nanana. Mais il aurait pas cette notion de ouais, mais en fait entre 2 heures et 4 heures, ça change complètement par rapport au cycle. Ah bah. Là, tu nous dis qu'un demi-kilomètre-heure, en tout cas chez toi sur cette course-là, ça a été assez radical. C'est fou comment des petits détails peuvent des fois changer beaucoup de choses. Et je reviens sur le HRV. Toi, justement, est-ce que c'est aussi le genre de choses tu essaies d'optimiser? Est-ce que si ta montre te dit non, t'es pas efficace aujourd'hui, ne t'entraîne pas autant, tu vas ralentir? Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, tu vas fournir une séance d'1 heure, mais qui va peut-être apporter moins de bénéfices que la même séance le lendemain ou une séance différente. Alors, quand je vois que mon HRV est vraiment dans les choux, soit que je suis malade, soit j'ai cumulé une très grosse fatigue, généralement je m'entraîne ou des intensités extrêmement faibles, mais du fait de s'entraîner justement sur des plages d'intensité cardiovasculaire, ça permet d'avoir une valeur haute et une valeur basse. Et en fait, ça te laisse toujours quand même une flexibilité de te dire, ok, aujourd'hui j'ai une super forme, j'ai envie de performer, ben je vais partir sur la barrière haute, ce qui te permet de t'entraîner à une intensité qui toi te plaît, mais sans overshooter en termes d'intensité globale par rapport au volume d'entraînement sur ta semaine. Si jamais tu te sens fatigué et que c'est compliqué, tu vas chercher ta limite basse. Dans tous les cas, en fait, tu auras fait le volume d'entraînement nécessaire, qui est celui qui est attendu sur ton volume de semaine pour vraiment être bien dans ton protocole de préparation, plutôt que pas t'entraîner. Et en fait, après ça demande aussi de se connaître, et c'est vrai que le HRV est un très bon indicateur pour ça, et justement, et c'est intéressant d'avoir toujours cette capacité de moduler. Ce qu'on n'a pas forcément quand on va faire une préparation où on va définir une vitesse vraiment fixe, sur une durée d'effort. Là, tu as un peu plus de souplesse au niveau des plages de travail. Et quand tu dis qu'il faut être capable de moduler, est-ce qu'il y a ce côté, ou en tout cas, est-ce que toi tu mets en place, tu te réveilles, tu dis waouh, aujourd'hui je suis on fire, je vais tout briser, le HRV est pas bon, et du coup tu t'écoutes quand même, ou à l'inverse, tu dis oh là là, aujourd'hui je suis dans le sac, le HRV est bon, et donc tu te mets quand même dans le rouge? Ou alors, est-ce que chez toi, c'est toujours parfaitement corrélé? Comment tu gères un peu ces différences? Alors moi, j'ai de la chance, c'est corrélé. Ok. C'est un peu le problème que j'ai avec ces outils-là, c'est comment tu fais quand l'outil, et j'ai eu des retours de patients, n'est pas corrélé avec ton ressenti, à qui tu fais confiance? À toi ou à ta montre? Le ressenti, toujours. Pour toi, c'est toujours le ressenti qui prime? Oui. Mais si le ressenti prime, à quoi elle sert le HRV? Ah, ça, c'est une vraie question. Parce que chez toi, les deux sont similaires, et tu Oui. me dis que si c'est différent, bah tu l'écoutes pas. Bah, en fait, tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on n'a pas vu la data, on n'en est pas sûr. Après, moi, je sais que j'ai une pratique qui est très reliée à mon ressenti physique, et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ma pratique, quelle que soit l'activité. Après, je pense que pour la plupart des gens, c'est pas forcément le cas. Ok. Aujourd'hui, c'est plus immédiat et plus facile de passer à travers la data, plutôt que de prendre le temps de se dire ok, aujourd'hui je me ressens, d'avoir un peu ce regard critique de ok, j'avais ce ressenti là, je suis parti. Ou après il y a aussi des habitudes d'entraînement, des personnes qui s'entraînent toujours aux mêmes allures, toujours aux mêmes intensités, et après ça joue aussi sur la façon dont on ressent les choses, et puis tout le monde n'a pas le même rapport à l'effort, le même rapport à la douleur. Donc par exemple, sur certaines séances, des personnes vont l'impression que ça va être extrêmement intense, mais en fait ça va être juste sur leur impression de leur échelle, de ce qu'ils connaissent. Et il y a aussi cette donnée qui rentre en compte. Pour le coup, le HRV ne prend pas du tout en compte ce biais-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir aussi un biais sur la perception de l'effort. Ok. Et par rapport à la montre qui te parle de ton sommeil, toi, est-ce que en plus de ça, il y a des éléments spécifiques que tu essaies de mettre en place pour optimiser ton sommeil? Quand on a un tel volume d'entraînement que ce que tu nous as raconté, j'imagine que tu fais pas ça et que tu dors 4 heures par nuit, etc. Toi, est-ce que tu as des tips, des astuces, des outils que tu mets en place, ou en tout cas qui fonctionnent chez toi pour avoir un sommeil de qualité? Alors, j'essaye de limiter les écrans avant de dormir. Ouais. Très compliqué dans notre société actuellement. Mais j'essaye de limiter justement ces phases-là. Après, moi, j'ai la chance, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi par rapport à la pratique de l'ultra-trail, c'est de travailler les micro-siestes. Donc vraiment... Combien?
Généralement, c'est entre 10 et 15 minutes, où en fait, j'ai vraiment appris les mêmes techniques qu'utilisent les marins quand ils partent en solo en mer. On travaille avec la bouteille, on apprend à s'endormir tout seul. Dès qu'on rentre en sommeil paradoxal, le corps se relâche, la bouteille tombe, on se réveille. Et après, petit à petit, c'est des choses qu'on arrive à mettre en place très facilement. Et en fait, quand je sens que dans ma journée, j'ai pas eu un sommeil de qualité sur plusieurs jours, je sens que je commence à avoir des cumuls de fatigue, j'hésite pas à me prendre 15 minutes. C'est toujours 15 minutes de gagner. De la même manière qu'on prend 15 minutes pour bouger et faire du mouvement dans la journée, c'est toujours le ça. fameux renfort. Exactement. Et en fait, ça me permet d'optimiser un maximum. Moi, je sais qu'en termes de sommeil, le minimum pour que je me sente bien sur mes gros volumes de préparation, ça peut monter jusqu'à 20 à 25 heures, sachant que j'ai d'autres activités professionnelles en plus de m'entraîner. Donc, j'ai des semaines qui peuvent être assez denses. Pour le coup, 7 heures de sommeil, c'est vraiment mon minimum. Okay. Je sais que si je commence à passer en dessous, là, ça va commencer à être compliqué à gérer au global avec la charge mentale des activités à côté, plus en plus celle de l'entraînement. Ok. Et en fonction de si tu arrives, oui ou non, à faire ces siestes, j'imagine que c'est pas toujours évident, et des fois ça. Tu vois la différence sur les résultats oui, tout à sur fait. la bague? Oui, tout à fait. Ok. Et donc là, c'est là où tu vas une fois encore adapter. Exactement. Ok, ça marche. On va revenir un tout petit peu sur ce mollet, parce qu'en fait, là, tu nous en as reparlé. Ouais. Tu nous en parlais au tout début, donc quand on a commencé un peu à courir quelques années après. Ouais. Et là, tu t'es reblessé. Ouais. Donc, et c'était le même mollet ? Alors, non, c'était pas au même endroit. Donc là, je me suis fait un tennis leg côté gauche. Ouais. Sur une phase où j'ai travaillé du sprint avec élastique de résistance, sur une séance plus en renfort, en puissance. Et c'était à l'époque où je préparais la diagonale des fous. Et donc, manque de sommeil, de récupération. Où là, même avec, en mettant en place les schémas que j'ai l'habitude, dans des petites siestes, essayer de toujours bien s'hydrater, bien s'alimenter. Et là, en fin de séance, déchirure. Donc là, ça met beaucoup de choses en question. Donc, j'ai eu la chance d'être entouré d'un bon staff de kiné ici sur Paris. Je les remercie au passage. Tu nous écoutes. Et en fait, on a mis énormément de choses en place et pour le coup, beaucoup de travail de mobilité, d'amplitude, de renforcement, avec toujours un travail très, très linéaire et très graduel. Et après, moi, je suis un peu un acharné du travail, c'est-à-dire que quand on me demande de faire quelque chose, je le ferai de A à Z en respectant vraiment la ligne. C'est-à-dire que j'en ferai pas plus, j'en ferai pas moins, mais j'ai un peu ce mindset de ok, on me donne une tâche, je l'exécute dans le cadre qu'on me le donne. Donc j'ai eu la chance de récupérer très rapidement. C'est les patients qui font plaisir, ok. Ils négocient pas, il y a 11 reps, il y aura 11 reps, il n'y en aura pas 10, il n'y en aura pas 12. À chaque fois je repartais avec ma liste de cours, je savais que j'avais 1 heure de travail spécifique autour du pied, et puis on a pu aborder justement, et ce que j'aime bien à travers le fait de se blesser, des mouvements, des amplitudes, un angle d'attaque autour du travail de renforcement. Ça reste du travail de renforcement et c'est des choses que même maintenant j'ai gardé aujourd'hui en termes de renforcement musculaire qui permettent en fait de développer d'autres qualités. Et ce qui m'a énormément surpris, c'est que je m'étais blessé à l'époque, donc c'était mi-juin. J'ai pu reprendre un dossard mi-août, donc j'ai repris réellement la course à pied mi-juillet et en fait je performais mieux au mois d'août qu'avant de me blesser. Ouais. Du fait de toutes les nouvelles choses que j'avais mis en place, mon corps s'était adapté et en fait j'avais développé d'autres qualités, notamment grâce au vélo. Et en fait je suis revenu, j'étais plus en forme qu'avant la blessure. Mais tu sais que c'est un discours que j'entends souvent avec des patients au cabinet, c'est que t'as la blessure, t'as ce côté émotionnel de je me suis blessé, sur quoi est-ce que je vais devoir faire une croix, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu. Mais en fait, des fois, tu apprends tellement avec cette blessure, tu apprends à remettre en question ton volume d'entraînement, ta progression, tu mets en place des nouveaux exercices. Et en réalité, une fois que tu as passé ce premier cap, pour faire simple, une rééducation, souvent c'est en 2 ou 3 temps. Premier temps, on attend que ça cicatrise, on fait pas grand-chose, on trifouille, on essaye de réduire le plus possible les pertes. Ouais. Dans un deuxième temps, on rééduque, donc vraiment là c'est le côté un peu cool, tu te remets en charge, tu rattaques. Et tu as la troisième période qui est la réathlétisation. Et souvent en fait c'est là où tu retournes encore mieux que ce que tu étais. Parce que de toute façon si tu t'es blessé, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc tu peux pas revenir à un état moins bon qu'avant. Tu es obligé de redevenir meilleur si la rééducation est bien faite. Et évidemment quand on a un patient qui en plus est carré, rigoureux et sérieux avec des objectifs, c'est toujours beaucoup plus facile que quelqu'un qui fait ça parce qu'il faut le faire, mais qui en fait veut juste aller bosser et s'intéresse à rien d'autre que son taf et moins à son corps. Ouais. Donc ça me surprend pas ce que tu me dis et c'est cool au final de l'avoir expérimenté de ton côté aussi. Toi, quand tu t'es blessé, t'as dû faire la croix sur quoi, un point de vue compétition, course?
Alors j'ai dû faire la croix sur la Pic-Ariège alors sur plusieurs courses, sur la Pyramenta qui est une course que j'adore, qui est Pyramenta d'été, donc une course en duo de 70 km et 7000 mètres de dénivelé que je devais faire avec un ami. Malheureusement je mets la croix dessus. Pareil, j'avais la Pic-Ariège qui est une course qui me faisait énormément plaisir, qui était un 70K et 7500 mètres de dénivelé. Et donc voilà, on fait des croix là-dessus, mais le grand plan de ma saison, c'était la Diagonale des Fous. Donc en fait, c'était plus des courses qui marquaient des jalons au niveau de ma préparation. Et dans tous les cas, si ça a pété à ce moment-là, c'est que ça aurait pété potentiellement à un autre moment. Donc en termes de timing, ça me laissait encore le temps, donc c'était donc mi-juin. Mon objectif principal de saison était en octobre, donc ça me laissait encore le temps de pouvoir travailler et ça mettait pas encore trop à mal ma préparation par rapport à l'épreuve pour être capable d'enchaîner 160 km sur l'île de la Réunion. Et celle-là, du coup, tu as pu la faire? Et non, malheureusement, je n'ai pas pu. Je crois qu'il allait enchaîner, mais il va nous expliquer qu'il l'a fait. Malheureusement, non, parce que j'ai eu d'autres soucis de santé que je n'avais jamais expérimentés. Et donc, pour le coup, j'ai contracté donc, une névrite vestibulaire début septembre. Donc, il y a eu une inflammation de l'oreille interne droite. Et donc là, j'ai découvert un tout autre univers qui est celui d'avoir peut-être la plus grosse gueule de bois de ma vie, sans boire. Sans boire. Limite, t'as un effet négatif en moins. C'est ça, exactement. C'est ce que je disais à mon... Pour le coup, là, j'ai consulté un cabinet spécialisé dans le vestibulaire, donc dans les maladies de l'équilibre et de l'oreille interne. Et je disais, c'est dommage, parce qu'on n'a que le côté négatif, ce serait cool d'avoir l'ivresse et sans le côté négatif. Mais pour le coup, là, j'ai découvert une pathologie auquel je ne pensais pas être un jour exposé. Et en fait, concrètement, ça s'est concrétisé par perdre absolument tout mon équilibre. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire 2 mètres sans vomir mes tripes. Et en fait, là, ça fait penser et réfléchir à beaucoup de choses. Parce qu'on s'aperçoit que globalement, le corps humain est fort et capable de beaucoup de choses, mais dès qu'il y a un grain de sable qui se met dedans, ça peut être très compliqué. Parce que là, concrètement, marcher sur une ligne droite au sol, je me mangeais les murs. Courir en tournant la tête, je finissais au sol. Le vélo, juste tourner la tête pour vérifier s'il y a une voiture qui arrive, pareil. Et donc là, ça a été un gros questionnement, parce que ça arrivait début septembre, donc vraiment au cœur de la dernière phase de ma prépa pour la Diagonale des Fous, donc qui se déroulait donc 1 mois et demi après. Et donc là, c'est simple, là on peut plus bouger. Donc là, pour les gens qui sont avec nous, pour faire très simple, au niveau de l'oreille, vous avez comme 3 niveaux à bulles qui sont positionnés dans les 3 plans de l'espace et qui donnent en permanence à votre corps les informations pour savoir comment je me situe, est-ce que je suis debout, est-ce que je suis assis. Il y a plein de choses, il y a plein d'autres capteurs dans le corps au niveau de la voûte plantaire, au niveau de tous vos tendons, etc. Mais cette oreille interne dont on entend parler, c'est ces 3 cristaux, donc 3 de chaque côté, qui vous permettent de savoir. Et quand justement il y a une inflammation ou une dysfonction, des fois on peut l'avoir suite à une chute, comme si votre niveau à bulle était décalé. Exactement. Et en fait vous avez l'impression d'être droit et en fait il vous dit que vous êtes de travers, ou alors à l'inverse vous êtes de travers et vous dit que vous êtes droit, et c'est des sensations de tête qui tournent, d'où les nausées que tu avais pu avoir. C'est vous êtes sur un bateau avec 4 grammes et c'est comme ça en permanence, et c'est majoré par les changements de position ou les mouvements de tête. Donc si on l'a pas vécu, moi j'ai jamais vécu mais je l'ai vu en cours, c'est vraiment très particulier. C'est d'ailleurs une branche très spécifique de la kiné. C'est des patients que à titre personnel je ne vois jamais au cabinet, qu'on envoie toujours vers des kinés spécialisés, qui ont du matériel spécialisé, mais c'est ultra handicapant, on peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. Et même... Je pense que tu ne l'imaginais pas tant que tu ne l'avais pas vécu. Pareil. Et puis même en termes de diagnostic, c'est assez compliqué, parce qu'on est dans une zone qui est très proche du cerveau, et ces phénomènes-là peuvent être corrélés à beaucoup de paramètres différents. Donc on se retrouve à faire de l'imagerie pour voir s'il n'y a pas un kyste ou une tumeur. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et mon diagnostic final, en fait, on l'a fait à la fin de ma période de rééducation, donc en janvier dernier, qui a bien confirmé quand je suis allé donc, dans une clinique spécialisée des maladies vestibulaires, où là j'ai été vu par 3 spécialistes du sujet, et qui ont bien corrélé, donc c'était bien une inflammation. Et ça, est-ce que eux, ils arrivent à expliquer comment, chez quelqu'un comme toi, on l'a vu, qui fait gaffe à son hygiène de vie, qui est sportif, qui boit pas ou peu d'alcool, enfin, je crois. Enfin bref, globalement, tu vois, t'as un peu tous les marqueurs au vert. T'es pas un mec de 60 ans sédentaire qui fume et qui boit. Oui, tout à fait. Tu vois, eux, est-ce qu'ils t'expliquent pourquoi est-ce que ce genre de choses peut arriver, ou alors ils vont te dire, oh, on sait pas, ça arrive, ça l'avait. Alors aujourd'hui, pas pourquoi ils ont cet accent, mais aujourd'hui, c'est un peu cet entre-deux où aujourd'hui l'hypothèse c'est que ce serait soit viral, soit provenant d'une bactérie qu'on attrape à un instant T, où on n'est pas contagieux. On la contracte une fois, on a tous les symptômes et potentiellement on l'attrapera jamais. Et à chaque fois, ça touche une seule oreille interne et pas les deux à la fois. Donc potentiellement, j'ai eu du côté droit. Je pourrais peut-être un jour l'avoir du côté gauche. Au moins tu sauras cette fois. Exactement, mais là je serai un peu plus là où je mets les pieds.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les maladies autour du vestibulaire, c'est des choses où il y a encore beaucoup d'hypothèses et chaque personne répond un peu différemment. C'est ce que j'ai pu aussi apprendre pendant tout mon processus de rééducation, parce que j'ai découvert comment on rééduquait une oreille interne. Et c'est super intéressant. Ils t'ont fait faire le truc bizarre là où ils te jettent d'un côté, ils te remettent de l'autre. Alors ça, c'était à l'époque où ils pensaient que j'avais des cristaux, Ouais. ce qui s'avérait que je ne répondais absolument pas aux stimuli des cristaux. Donc ils commençaient à se gratter la tête. Après, ils m'ont fait des tests spécifiques où on s'est aperçu dès qu'on mettait du mouvement, bah en fait, j'avais beaucoup moins de déséquilibre. Donc d'un certain côté, cette pathologie, certes, c'était pas super, mais en fait, la solution, c'était quelque chose que je connaissais très bien, bouger. Donc ce qui a été aussi quelque chose qui a été assez incompris par les personnes autour de moi, parce qu'ils me voyaient dans un état où j'étais très mal, et qu'en fait la seule chose qui pouvait me soigner et qui me soignait littéralement, bah, en fait, c'était de pouvoir bouger. À savoir que le processus de récupération de ces types de pathologies peuvent être très très longs, parce qu'en fait ça dépend à quel point justement on pratique et on travaille son équilibre. Et en fait moi j'ai eu un processus de récupération très très rapide. 4 à 5 semaines après mes symptômes, après ma grosse crise, j'étais capable de courir et de faire du vélo. Chose que j'ai repris de façon très progressive, comme j'ai toujours fait. Et en fait, ce que je discutais et que j'échangeais souvent avec mon kiné, justement, c'est que, en fait, du fait de tout ce que j'ai pu faire en amont autour du travail du renforcement musculaire, de la perception du mouvement, de l'espace, etc., en fait, ça m'a énormément aidé, justement, à récupérer rapidement. Et en fait, à partir du mois de décembre, j'ai pu reprendre sans souci. J'ai même fait un Irox au mois de novembre sans aucune prépa, en étant complètement désentraîné et qui s'est très bien passé. Et parce que je suis quand même parti à La Réunion, parce que même si je faisais pas la course, je ne pouvais ne pas partir à La Réunion, j'ai pu faire des sorties entre 10 et 15 heures dans les cirques, sans aucun déséquilibre, sans aucun problème de vertige. Et en fait, juste en appliquant les protocoles, en étant régulier, et en fait, aujourd'hui, j'ai développé des choses que j'ai ajoutées en termes de perception de l'équilibre, en termes plus de travail neurologique, qui sont aussi vachement intéressants dans la prépa et qui permettent justement d'avoir des meilleures perceptions de l'équilibre en descente, des choses comme ça, et qui m'aident aujourd'hui dans ma pratique. Ok. Et justement, dans ta pratique de trail, de manière plus classique par rapport aux jambes, aux membres inférieurs, etc., est-ce que tu cours, tu nous as dit, tu fais du renfo, évidemment, est-ce qu'il y a d'autres trucs que toi tu mets en place en spécifique, soit d'un point de vue prévention pour pas te blesser, soit d'un point de vue performance pour être meilleur? De la mobilité. Ça, c'est des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Alors moi, par exemple, j'ai une problématique qui est la mobilité de hanche. C'est quelque chose qui peut me brider soit sur le vélo, soit en course à pied, et qui me permet justement sur des grandes amplitudes de mouvement d'avoir un meilleur recrutement musculaire. Et c'est des choses que je travaille en fond, et justement qui me permettent de progresser. Et puis on a toujours tendance à se mettre un peu dans sa zone de confort, se dire ok, là je suis bien, etc. Et justement là où on progresse le plus, c'est en dehors de sa zone de confort. Donc en fait moi je suis très partisan de ok, dès que je sens que j'ai un axe que je peux améliorer, je fonce dedans. Ça va augmenter au moins cette caractéristique-là, et après je vais trouver un autre point que je peux augmenter. Et en fait globalement ça me pousse toujours vers le mieux. Après en termes de récupération, alors ça c'est des choses, parce que moi j'aime beaucoup par exemple faire ce qu'on appelle des week-end shocks en course à pied, c'est-à-dire que sur un format où on va préparer des épreuves qui vont dépasser les 80 km, sur un week-end complet, on va mettre beaucoup de contraintes musculaires pour travailler justement en fatigue et en fait répliquer l'intensité de la force sur plusieurs jours, mais de façon séquencée. En fait, ça fait un effort qui est beaucoup moins intense en une fois, mais qui permet justement de mieux répartir la charge de travail. Et en fait, il y a aussi une partie de récupération qui est très intéressante à travailler, que ce soit en termes d'automassage, tout ce qui va être des protocoles, par exemple, moi je sais que je réagis très bien par exemple aux chaussettes de compression ou au système de pressothérapie, et c'est quelque chose que maintenant j'utilise de façon quotidienne et qui m'aide énormément à récupérer. Ok, donc on a ça pour la partie récup. Tu nous as parlé de la mobilité de hanche. Comment cette mobilité de hanche, elle intervient en trail? Tu vois, pour moi, mobilité de hanche, elle intervient surtout dans des sports qui demandent beaucoup de mobilité. Et même si oui, j'imagine bien qu'en trail, avec le dénivelé, tu as besoin de plus d'amplitude qu'un runner sur route. Je trouve que tu en as quand même moins besoin qu'un rugbyman ou que de la gymnastique ou autre chose. C'est quoi? C'est de la flexion-extension? C'est sur de la rotation? Qu'est-ce qui pourrait entraîner une limitation chez un trailer? Ça va plus être concrètement sur la flexion-extension. Par exemple, quand on se retrouve sur des terrains techniques où en fait concrètement le chemin n'existe pas, c'est une forêt de cailloux de 1m50 par 50. Il n'y a pas de route, faites demi-tour. Il faut chercher les trailers aussi. Ou même par exemple, simplement à La Réunion, beaucoup de chemins en fait c'est des escaliers. Et tu vas chercher justement ces amplitudes. Par exemple, sur certains trails, par exemple les Templiers ou l'UTMB, où ça va être des chemins qui vont être plutôt roulants.
Tu prends à côté des ultras comme, je vous laisserai regarder à l'occasion, comme l'échappée belle ou comme la Pika Pika, qui sont des trails très techniques, où là on va chercher justement des amplitudes de mouvement qui sont beaucoup plus importantes, travailler beaucoup plus en puissance. Alors moi j'ai de la chance, même si je suis assez massif et que je fais pas mal de renfort, c'est là où je peux exploiter mon potentiel maximum. Pourquoi ? Parce que je suis relativement puissant. Et en fait, justement, cette amplitude me permet d'optimiser au mieux justement ma possibilité de puissance sur ces mouvements. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que justement, on va regarder ensemble par rapport à ta mobilité de hanche, comment on peut utiliser la machine Uber 360 qui est derrière nous pour aussi bien bilanter qu'aussi travailler cette mobilité, regarder à quel point tu peux avoir une différence gauche-droite, mais surtout, comment on va pouvoir optimiser ça pour que tu puisses courir à nouveau, faire des gros dénivelés, sans te sentir que c'est quoi, c'est que ça pince devant, c'est ça un petit peu quand tu te sens bloqué ? Ça peut passer, bloquer, et puis après même générer de la fatigue, et puis avoir une posture qui est pas forcément optimum par rapport à l'effort. Allez, c'est parti. Nickel, t'es en tenue, on va pouvoir regarder un petit peu ensemble la mobilité de cheville. Vas-y, de cheville, de hanche, installe-toi, monte sur la bête. Alors, globalement, je te montrerai un petit programme qu'on peut essayer d'utiliser et on va regarder, tu vas me dire un petit peu ce que tu sens. L'idée, ça va être d'essayer d'associer un peu les mouvements de la machine pour travailler de la mobilité, mais dans différents axes. Très simple, tu mets ton genou, celui que tu veux, sur le coussin et on va poser le pied de la jambe avant, donc la jambe du côté qui va travailler directement sur la machine. Donc, je te mets dans cette position parce que globalement, ce que tu nous as dit, c'est que tu manquais quand même plus de flexion de hanche. Et donc, l'idée ici, ça va être de venir, tu vois, mobiliser comme ça pour faire un peu plus de flexion et relâcher. Toi, déjà, spontanément, dans cette position, qu'est-ce que tu sens ? Je sens au niveau de ma hanche, de la flexion dès que je suis en amplitude haute. Donc, en gros, tu sens genre ça tire plus, ça tire plus. Ok, nickel. Donc là, tu vois, tu peux déjà soit rester comme ça. Et après, un truc que tu peux faire aussi pour y associer une contraction musculaire, moi que j'aime bien faire, c'est que globalement, tu viens monter et quand la machine descend, toi, tu restes en l'air. Nickel, mais avec tout le pied décollé cette fois. Ok. Tout le pied. Ça fait partie de ton pied aussi. Tu montes et là, tu décolles tout ton pied. Ouais, exactement. T'as compris le truc ? Ouais. On est parti. Si vraiment tu galères, tu peux tenir pour le côté équilibre, c'est pas le plus intéressant. Et puis plus on met d'éléments différents, moins on est spécifique. Donc là, vraiment la machine te monte et toi t'essayes de rester. Elle te monte, t'essayes de rester. Elle te monte, t'essayes de rester. Et ça c'est hyper pertinent. Pourquoi ? Parce que t'as la mobilité en flexion max au niveau de ta cheville, mais t'as l'action que tu dois sentir de ton psoas. Vu que tu m'as dit que les trailers adoraient faire de la flexion pour travailler ce psoas là, ça c'est hyper pertinent. Le deuxième avantage de ça, c'est qu'en plus tu le fais en position raccourcie. Et du coup, quand tu grimpes en trail et tu dois venir monter ici, en fait tu peux avoir un psoas qui peut être très fort ici, mais beaucoup plus faible dans les derniers degrés d'amplitude. Parce que évidemment le muscle, selon la longueur à laquelle il va se contracter, il n'est pas toujours aussi fort. Évidemment, pendant que je raconte ça, tu restes en position et tu tiens le plus possible. Hop. Et donc là tu associes un travail de juste mobiliser ta hanche, mais au final qui est quand même bien plus souple que ce que je pensais, avec un travail de renforcement musculaire. Vu que t'es bon, tu peux le faire aussi sur la pointe de pied. Donc tu peux aussi faire juste du passif, donc tu te restes un peu comme ça, tu te reposes, je suis clément avec toi parce que je vois que tu as la goutte qui commence à apparaître. On voit d'ailleurs que tu as une super mobilité de cheville, je pense pas que tous les trailers aient une aussi bonne mobilité. T'as jamais fait d'entorse ? Alors, au début si, j'ai les chevilles qui sont devenues hyper laxes avec le temps. Et justement, du fait qu'elles étaient un peu hyper laxes, j'ai cherché à les renforcer, que ce soit en termes de mobilité ou justement de répondre à différentes tensions. C'est rare d'avoir une telle rectitude, mis à part chez des danseurs ou autre chose, mais sinon ça c'est rare. Et maintenant que tu t'es reposé, tu m'en fais la même chose, vu que tu restes sur la pointe de pied, et quand la machine descend, toi tu remontes. Donc là elle monte, et là tu tiens en l'air. Elle remonte, allez, tu tiens en l'air, et tu tiens comme ça. Encore. Allez, serre fort ici. Prends la pleine main et serre fort pour te donner de la force. Irradie à fond. Ouais, super. Et tu viens tenir comme ça. Et tu relâches. Évidemment, tu peux me le faire des deux côtés. Tu vois, ça, c'est des super variantes. On n'y pense pas assez, tu vois, d'avoir ce côté un peu passif. Tu peux faire, par exemple, 2 minutes passif pur. Tu permets de lubrifier, remobiliser un peu. Et derrière, t'associes le travail musculaire. Et puis le ressenti est super intéressant. Vas-y, teste de l'autre côté. Est-ce que tu trouves que tu as la même mobilité ou souplesse des deux côtés ? Ouais, je sens à peu près les mêmes. C'est assez symétrique. Le mec travaille tellement bien qu'il est partout. Nickel. Et tête de l'autre côté, on va regarder si avec l'engagement musculaire, on a une différence. Vas-y, essaye de décoller. Tu peux faire le pied à plat qui sera plus facile. Je sens que j'ai un peu plus de résistance côté droit. Je suis un peu plus puissant. Ok. Attends, plus fort ou plus faible ? Je sens que j'ai un peu plus de puissance musculaire. Ok, donc c'est plus facile pour toi à droite. C'est plus facile, ouais, tout à fait. Après, tu vois, tu peux le faire varier. Là, on est beaucoup dans l'axe pour être très spécifique de la hanche, mais tu peux le faire avec le pied plus à l'intérieur. Et en théorie, tu vas sentir plus étirement à l'arrière, donc cette jambe-là, mais du fessier. Exactement. Tu vois, donc l'idée, c'est toujours d'avoir un premier exercice, mais derrière, tu peux tourner, tu peux mettre le pied plus ou moins en dedans ou en dehors, tu peux mettre plus ou moins de rotation de hanche, d'abduction pour être plus ou moins l'articulation de la hanche, le muscle fessier. Vas-y, décolle un peu, voir ce que ça donne. Et là, tu restes en dedans. Là, pareil, le fait d'être en dedans, tu vas le psoas, mais tu vas avoir tes adducteurs
qui vont contracter aussi pour tenir sur la machine. Tout à fait. Je te montre une autre variante qui peut être cool. Tu vas te mettre debout dessus face à moi cette fois-ci. Alors là encore, je te montre deux variantes. Premier, pied assez serré vu qu'on va être spécifique des hanches. Ok. Ça, c'est hyper dur. Globalement, faire des squats pieds parallèles et pieds serrés. Et là, tu descends en bas du squat. Nickel. T'as plutôt une bonne mobilité de cheville, mais moins que dans l'autre sens. T'es très bon en flexion plantaire, t'es un peu moins bon en flexion dorsale. Là, est-ce que tu sens un peu ta hanche ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Nickel. Donc là, tu vas le faire de cette manière-là, donc en pied parallèle. Et là, évidemment, j'imagine que quand le plateau va dans un sens et dans l'autre, tu dois sentir qu'il y a une hanche qui va tirer plus que l'autre. Exactement. Donc tu vois, ça c'est une fois encore l'intérêt. Je vais pas te demander de décoller tes pieds, mais par contre, tu peux faire une autre variante cette fois-ci. C'est cette fois beaucoup plus ouvrir tes pieds et de plus les garder parallèles, mais en plus de les ouvrir sur les extérieurs. Et là, pareil, tu vas te mettre en position droite. Essaie de pas être complètement avachi, de te redresser très légèrement. Descends bien bas, mais redresse-toi au niveau de ton tronc. Et là, tu vas sûrement sentir un peu plus tes adducteurs. Exactement, ouais. Sur le corps adducteur. Et je pense qu'une fois encore, selon comment la machine va bouger, tu vas sentir plus ou moins un côté que l'autre. Tout à fait. Visuellement, ça doit rendre bien, je trouve. Non, mais en fait, là où t'es bon, c'est que t'arrives à vraiment contrebalancer les mouvements de la machine et en fait, ton tronc ne bouge pas. D'accord. C'est un peu comme des skieurs quand ils font toutes leurs bosses, là. Les jambes, elles font ça et en fait, le haut est immobile et du coup, on voit que t'as plutôt un bon schéma corporel parce que tu te fais pas embarquer par la machine et t'arrives à bien contrebalancer, ce qui est optimal parce que du coup, t'as bien chaque hanche qui va venir être mobilisée de manière spécifique d'un côté puis de l'autre. Concrètement, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur la descente en trail, où en fait, il y a beaucoup d'aléas au niveau du chemin, mais en fait, la partie haute du buste reste très, très rectiligne par rapport à l'effort. Bon, écoute, je vois que tu galères un peu, on va retourner parler. T'avais l'air un peu plus à l'aise. Et d'un point de vue entraînement pur, parce que de récupération, on en a beaucoup parlé, d'autres choses que tu mets en place en spécifique? Alors, vraiment spécifique autour du running, généralement... Du running ou du trail, de manière générale? Moi, je pars vraiment du principe qu'il faut une grosse base d'endurance fondamentale, donc de course relativement douce, à peu près 60-70% de mon volume global et 30% de qualitatif, où là, on va faire soit du travail d'intervalle sur du fractionné sur du plat, ou du travail en côte. Autant travailler des phases de marche en puissance que des phases de course, parce que la marche a aussi son intérêt, parce que, par exemple, sur des gros pourcentages de pente, parfois, on est plus optimum à marcher, donc ça dépend des profils. Moi, par exemple, je sais que des pentes au-dessus de 17-18%, j'ai un meilleur rendement en marche qu'en course. Moi, ça va être plus intéressant, d'autres personnes, ça va être pas forcément le cas. Et ça, c'est des choses qu'on peut expérimenter, qu'on voit justement à travers les datas aussi. Et en fait, là, je vais faire du travail spécifique, par exemple à Montmartre, sur différents types de terrains, puis aussi après, j'essaye de m'aménager du temps où je peux partir des week-ends un peu plus en montagne, dans les Alpes. Ok. Tu nous as dit que tu faisais beaucoup de renfo. Est-ce que tu en fais autant aussi parce que tu fais du trail? Et donc dans le trail, évidemment, avec le dénivelé, qu'il soit positif ou négatif, tu as besoin d'un capital musculaire bien plus important qu'un coureur sur route. Ou alors, est-ce que tu le fais juste parce que pour toi, c'est important quand on est coureur de garder en accessoire du renforcement musculaire? Et du coup, est-ce que si tu faisais que de la course sur route, tu ferais moins de renfo? Alors je pense que potentiellement, il y a toujours un critère qui est très important en course, ça va être le rapport poids-puissance. Course sur route, je trouve ça intéressant de faire de la renfo, mais ça sera pas forcément la même que pour du trail. Pourquoi? On va être sur des schémas, on va chercher beaucoup moins de la puissance, et on va plus chercher justement une capacité à répéter le même cycle de foulée le plus longtemps possible et résister justement au moment où on va arriver au point de rupture. Le trail, on va avoir une optique de gestion qui va être très différente. On va avoir une foulée qui va être très différente sur les phases de montée, sur les phases de descente et sur les phases de relance. Et en fait, on va travailler nos schémas biomécaniques de la partie inférieure du corps de façon complètement différente. Et en fait, souvent on parle de la course à pied en général, mais pour moi la course sur route et le trail sont deux pratiques différentes, très complémentaires. L'un peut vraiment apporter à l'autre, mais je trouve que le travail de renforcement musculaire a encore plus sa place dans le trail. Déjà par la diversité des terrains sur lesquels on peut s'entraîner, mais aussi par des paramètres comme généralement on court avec un sac, avec de la charge en plus, donc la partie haute du corps qui n'est pas forcément très sollicité en termes de contraintes mécaniques sur de la course sur route, l'est beaucoup plus sur trail, encore plus avec l'utilisation de bâtons. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve que sur le trail, on peut réussir à reproduire des intensités musculaires. Alors moi, j'aime beaucoup travailler par exemple sur des longs cycles d'endurance, donc où j'ai plus travaillé avec des charges un peu plus légères, mais sur des longs cycles d'endurance, j'ai plus une stratégie de faire justement des trainings, comme on dit, full body, c'est-à-dire je vais pas faire du séquencé, mais après je vais changer l'intensité de ma séance en elle-même par rapport à l'intensité de mes séances de running. Par exemple, un jour où je vais faire du fractionné, globalement, côté renfo, je vais plus être sur de la mobilité, plus être sur du renforcement léger, mais un jour où j'ai une sortie UF, là je vais travailler beaucoup plus en puissance avec des charges un peu plus lourdes. Et en fait, j'arrive à moduler, à composer avec les deux pratiques en parallèle, et en fait, les deux, justement, offrent
une progression globale sur les 2 points. Ok, intéressant. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est par rapport à tes mollets, et j'aimerais avoir tes visions là-dessus. Tu nous as dit que tu avais eu quand même plusieurs blessures, que quand tu les utilises, comme pour le sled, ils s'allument à nouveau, tu les sens plus que moi, ce que je peux sentir rien. C'est quoi ta vision sur... J'imagine que tu les renforces. Oui, beaucoup. Et donc, à quel point est-ce que c'est un point faible ou un point fort qui travaille trop? Je sais pas si ma question est claire. C'est-à-dire que, n'importe quoi, moi j'ai toujours cette vision avec mes patients au cabinet, tu as une douleur de genou à gauche, est-ce que tu as mal dans ton genou gauche parce que ton genou gauche est trop fort, c'est ta jambe forte et tu l'utilises trop? Ou alors c'est ta jambe droite qui est ta jambe forte et du coup ta jambe faible, tu compenses dessus? Tu vois un petit peu l'idée, elle est pas assez forte et donc c'est pour ça qu'elle te fait mal. Et là, juste en t'écoutant, à titre personnel, j'arriverai pas à savoir si chez toi, c'est un point fort ou un point faible. Qu'est-ce que tu dirais toi? Alors je dirais que c'est... Si tu me dis les deux, tu sors. Alors pour le coup, alors moi j'ai déjà un paramètre qui est important, c'est que dans la vie de tous les jours je suis en barefoot et je cours avec des chaussures donc en 0 drop. Donc en fait on vient chercher des amplitudes de... Je fais une petite parenthèse, barefoot pour ceux qui connaissent pas, 0 drop, en gros pour faire très simple c'est des chaussures très minimalistes, très légères, très fines, quasiment comme si vous marchiez pieds nus, qui sont des chaussures qui permettent de développer mais qui du coup aussi font beaucoup plus travailler les muscles intrinsèques du pied, tous les muscles du pied, et en même temps le mollet évidemment. Exactement. Et en fait justement comme on n'a pas de drop, on a une amplitude de mouvement qui est beaucoup plus importante. Et en fait, sur la pratique du trail, dès qu'on va être dans des gros D+, on va avoir beaucoup de flexion au niveau des chevilles. Donc on va chercher beaucoup en extension sur le mollet. Et en fait, concrètement, quand on commence à mettre des gros volumes, des grosses intensités musculaires, on a souvent des petites contraintes musculaires qui peuvent apparaître. Et en même temps, on a quand même besoin d'avoir cette extension. Et en fait, ça peut être parfois, et comme je dis souvent, si on répète une même intensité similaire, on met des gros D+. Moi, ça m'arrive de faire des sorties de 6-7 000 mètres de dénivelé à Montmartre. C'est quand même des gros volumes. C'est costaud. Et beaucoup d'allers-retours. Exactement, ça fait autour de 150 allers-retours. Et c'est des choses où, au cumul avec la fatigue, s'il n'y a pas un protocole derrière de récupération, on peut se retrouver avec des tensions très régulières au niveau du mollet. Et en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vu que la fibre musculaire au niveau des mollets est très contrainte, on va commencer à chercher plus d'extension au niveau du tendon. Et là, on peut commencer à avoir des douleurs qui sont beaucoup moins agréables. Et c'est à partir de ces moments-là où je commence à mettre vraiment en place et faire très attention de tout ce qui est automassage, tout ce qui est chaussettes de récupération et pressothérapie, et qui me permettent vraiment de favoriser la récupération au niveau des mollets. Ok, alors vous allez me dire dans les commentaires, mais moi je trouve que t'as pas du tout répondu à la question. Tu nous as fait une réponse de politicard où tu nous as embrouillé avec toutes tes... Donc oui, j'ai compris que globalement il travaille et donc que tu mets en place la récupération qui va avec pour essayer de faire ce bien. Mais d'après toi, est-ce que c'est un point fort ou un point faible? Pour moi, c'est un point fort. Parce que, on a eu la réponse. Okay. J'ai des mollets hypertrophiés et très puissants. Mais pour le coup, ça peut être aussi une faiblesse si on les utilise pas de façon il est revenu sur son pertinente. Ok, non mais je comprends. Ok, ce que je te propose maintenant, c'est un petit jeu. C'est très simple. En 1 minute, je te pose plein de petites questions. Toi, juste tu réponds. Okay. C'est des réponses très courtes, soit par oui, soit par non, soit par... je sais pas. Tu réponds à ce que tu veux. Est-ce que t'es prêt? Ouais, vas-y. Est-ce que le trail, c'est un meilleur sport que la course sur route? Non. Les coureurs font-ils assez de renforcement musculaire? Non. Peut-on démarrer la course à pied à tout âge? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à progresser ces dernières années? Remettre en question ma pratique. L'Irox va-t-il devenir le futur du CrossFit? Je pense. Sommes-nous tous égaux face aux blessures? Non. Quel est le plus gros point fort d'un trailer par rapport à un coureur sur route? Les cuisses. Les courses d'endurance sont-elles trop banalisées sur les réseaux sociaux? Non. Quel est le meilleur matériel pour pouvoir s'entraîner à la maison? La kettlebell. Est-ce qu'un jour tu comptes battre Dorian en course à pied? Sur un KV, ouais, peut-être. Un quoi? Sur 1 km vertical, il y a peut-être moyen. D'après toi, quelle est la distance maximum qu'un humain pourrait courir en 24 heures? Aujourd'hui, je pense que la barrière des 300 km... Après, tout dépend des profils. Le record qu'on pourrait battre? Ouais, j'avoue que le record de 24, j'en avais pas, mais je sais que je connais des gens qui tournent facilement autour de 260-270 319 km. Ouais. Bien joué. Hugo, merci beaucoup. Avec plaisir. Si on veut suivre un peu tes courses, tes progressions, ou même des conseils du renforcement musculaire, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte Hugo_WSport. Ok. Donc, c'est vraiment mon compte où je partage mon quotidien. J'ai commencé ça il y a quelques années, et en fait, l'idée, c'est vraiment de démocratiser un peu le renforcement autour de la course à pied. Et montrer autant les moments où ça va que les moments où ça va pas, et justement de montrer que tout le monde peut le faire.
Parce que moi, si j'avais écouté tout le monde, j'aurais jamais couru. Je serais resté ce petit gamin à 12-13 ans qui faisait pas grand-chose. Et en fait, concrètement, ça a changé ma vie, ça m'a apporté énormément et j'espère que ça apportera aussi à toutes les personnes qui pourront pratiquer. C'est une très belle histoire. De toute façon, on mettra les liens dans la description. Je tiens une fois encore à remercier notre partenaire LPG d'avoir participé à cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez évidemment à la liker. Si vous avez des questions sur la course à pied ou toute la partie technologique était extrêmement intéressant, vous me les mettez dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Pensez à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Ciao Hugo. Merci beaucoup.